Alors, merci beaucoup. Alors, j'invite M. Nicolas Messier à s'avancer. Alors, pendant que M. Messier s'avance, j'aurais une question à poser à nos panélistes. Alors, Monsieur Demers, vous avez dit que pendant des années, le Vieux-Montréal était une île et qu'on avait, en tout cas, était très enclavé. Monsieur Grenier est revenu là-dessus aussi, et qu'on l'avait rattaché à la ville par les faubourgs. Et vous avez, Madame Poitras est revenue là-dessus aussi, l'importance de tenir compte de ce qui environne le Vieux-Montréal. Dans le plan de la ville, il y a aussi des éléments concernant les liens à établir entre le Vieux-Montréal et le milieu environnant. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement, en capsule, comment vous voyez les liens à établir avec la zone qui est immédiatement au nord de l'autoroute, là, la zone en tranchée, celle où les projets sont en train de se développer dans le quartier de la Santé, évidemment, puis on peut aller plus loin là, en étendant ça d'est en ouest. Il y a déjà des projets qui sont en cours ou il y a une zone où on nous dit que le palais des Congrès veut s'agrandir. Il y a un terrain. Il y a un projet qui est déjà sur la table en examen à l'arrondissement Ville-Marie aussi d'une tour dans ce coin-là. Comment on peut imaginer un lien intéressant entre cette zone-là et le Vieux-Montréal? Madame Poitras, Monsieur Demers, peut-être pourriez commencer, ou je ne sais pas, un ou deux, là. Au niveau de la vision, sans aller nécessairement dans le détail. Comment vous voyez ça? Bien, je pense que le projet du quartier international est un bon exemple. Pour faire les liens nord-sud, il faut faire des liens par des espaces publics et par des bâtiments. Comme par exemple le boulevard Saint-Laurent actuellement, là, qui se trouve être déstructuré au-dessus de l'autoroute parce que c'est un viaduc. Si c'était bordé de bâtiments de part et d'autre, le lien se ferait avec le quartier chinois tout naturellement parce que la tranchée de l'autoroute, c'est une barrière, et ce l'était dans le quartier international avant. Et maintenant, les gens oublient que l'autoroute est là. Quand ils montent sur Bleury, ils voient l'entrée du Palais des Congrès, ils voient la plage Jean-Paul-Riopelle, ils oublient complètement qu'il y avait une autoroute. Alors, il faut assurer ces liens nord-sud et pas faire comme ce qui a été fait à Boston. À Boston, quand ils ont enfoui l'autoroute, ils ont fait une grande ceinture verte. Ça devient une barrière verte. C'est mieux d'avoir des espaces publics nord-sud, bordés de bâtiments. Et éventuellement, je sais qu'il y a des projets pour couvrir l'autoroute entre le boulevard Saint-Laurent et puis le carré Vigée. Bien, éventuellement, il faut qu'il y ait des espaces publics et il faut qu'il y ait des bâtiments qui encadrent ces espaces publics. Et le quartier de la Santé, c'est une opportunité, effectivement, de faire le lien entre le centre de recherche et le Palais des Congrès qui est un palais qui performe extrêmement bien au niveau international pour tout ce qui est des congrès en recherche médicale. Oui. Puis en ce qui a trait aux vues, par exemple, aux percées visuelles, évidemment, on voit les hauteurs commencer à grimper là, avec le centre de recherche du CHUM et autrement. Est-ce que vous avez des filons ou des orientations qui pourraient... Bien, ça a été pris en compte dans le plan des hauteurs de l'arrondissement. Il y a eu des cônes de vision qui ont été préservés depuis la place Vauclin puis depuis le Champ de Mars. Oui. Et d'ailleurs, c'est peut-être là que devraient être les espaces publics, bordés de bâtiments de pas de trop grande hauteur, mais sur le boulevard Saint-Laurent, évidemment, on est moins en conflit avec les cônes de vision. Donc, il y a moyen de respecter à la fois les cônes de vision et le besoin de développer sur la tranchée d'autoroute. D'accord. Madame Poitras, vous avez-vous une opinion? Ou des commentaires? Oui, en fait, je pense que ce qu'il faut faire pour les liens, il faut se souvenir que, l'autoroute a contribué à démolir beaucoup d'îlots, à complètement déstructurer la trame. Je pense qu'il y a sûrement moyen de récupérer une partie de l'emprise de l'autoroute. Il ne faut pas, comme ce qui a été fait à Boston, on a enfoui l'autoroute, mais on a utilisé l'emprise à d'autres fins. Donc, le tracé de l'autoroute est quand même là d'une certaine manière, mais là, je pense qu'on voudrait passer à autre chose et revenir finalement d'une certaine manière au tracé fondateur, les grandes rues importantes, Est-Ouest, Notre-Dame,
Saint-Paul et Nord-Sud aussi, Saint-Denis, Saint-Laurent. Et je pense que par rapport à l'intégration des bâtiments, il faut tenir compte que ces rues-là sont des rues très, très importantes dans l'histoire de Montréal, parmi les premières, et qui méritent un traitement particulier. Je pense qu'il faut être très sensible à leur présence, puis à les valoriser comme tracés, tout simplement. Et vous, M. Coulombe, je me souviens que dans une consultation précédente sur le CHUM, vous étiez revenu en consultation nous parler de vos craintes liées à l'enclavement du Vieux-Montréal. Est-ce que vous avez des choses à ajouter là-dessus? Bien, en fait, nos craintes ont été banalisées parce que, dans le fond, avec la consultation publique puis avec ce qu'on nous a écouté, parce qu'au départ, on avait peur que ce soit les bâtiments pour le CHUM deviennent presque un barrage sur le Vieux-Montréal, mais je pense qu'on a pris en compte tout ça et puis ça se dessine très, très bien dans le moment. Merci. Alors, M. Messier, on s'en va à vous. Bonsoir, M. Messier. Un petit peu de son pour M. Messier? Oui. Voilà, ça va. Donc, je vous remercie de m'écouter ce soir. Je suis là ce soir en termes de représentant de l'organisme Moelle épinière et motricité Québec, qui est un organisme qui œuvre au niveau des personnes handicapées, mais aussi en tant que citoyen et en tant qu'utilisateur du Vieux-Montréal. Je pense qu'une notion, justement, qui a été bien mise de l'avant autant dans les documents qui ont été mis en ligne qu'à travers les différentes présentations ce soir, c'est l'importance de tenir compte de l'utilisation qui en est faite et donc des utilisateurs eux-mêmes. Et malheureusement, j'ai constaté que à travers tous ces notions-là, le concept d'utilisateur, il y a une notion transversale qui n'a pas été mise de l'avant, et c'est celle de l'accessibilité pour les personnes vivant avec une limitation fonctionnelle. On sait qu'il y a près de 15 % de la population qui vit avec des limitations fonctionnelles. C'est un chiffre qui va aller en augmentant avec les années, avec le vieillissement de la population. Et que ce soit au niveau des résidents, au niveau de l'offre touristique, au niveau des travailleurs aussi, qui intègrent de plus en plus le marché du travail et qui ont une limitation, bien, c'est important que leurs besoins soient pris en compte dans les décisions et les projets qui vont être mis de l'avant dans ce grand projet de faire du neuf avec du vieux dans le Vieux-Montréal. Est-ce que vous voulez qu'on aille vous poser la question à la Ville? Comment vous avez tenu compte en termes d'accès des gens qui ont certaines difficultés ou certaines limitations? Est-ce que je pourrais me permettre de demander d'ajouter un paragraphe ou deux, parce que sans ça, la question demeure assez générale. Oui. En fait, c'est ça, excusez-moi, c'est moi qui vous ai coupé. Non, c'est ça. Allez-y. C'était une mise en bouche. J'arrivais à une question plus précise par la suite. Mais donc, en ce moment, dans la configuration et les installations du Vieux-Montréal, il y a différents facteurs qui entravent la circulation et l'accès aux installations et aux bâtis. On parle des pavés, la largeur réduite des trottoirs, le manque flagrant de stationnement réservé et les obstacles architecturaux. C'est tous des éléments qui sont en ce moment problématiques. Donc, un des éléments, en fait, qui me préoccupe, qui nous préoccupe, sont la possibilité d'obtenir des dérogations, tant sur le domaine public que privé. Au niveau de modification, la rétro-installation de mesures de mise en accessibilité du bâti. Et donc, ma question est de savoir si les différentes instances concernées, donc la Ville de Montréal et le ministère qui est en charge de toutes les questions au niveau patrimonial, architectural, aurait la volonté d'assouplir les critères de dérogation dans le cas d'éléments qui visent la mise en accessibilité du bâti. Mm-hmm. Ça va? M. Delcourt. Peut-être qu'on peut aussi interpeller le ministère à ce sujet, mais en ce qui concerne les aménagements pour favoriser l'accessibilité aux bâtiments, c'est inscrit dans le code de construction pour tout bâtiment neuf ou lors de rénovation. Tout ce qui peut être fait pour favoriser l'accessibilité aux bâtiments, puisque c'est ça votre question. Par contre, je ne crois pas qu'il y ait d'obligation de le faire, de transformer à cette fin-là.
Évidemment, dans le Vieux-Montréal, il y a parfois, si on veut parler, par exemple, de rampes d'accès, les lieux, la configuration des rues, des trottoirs, comme vous l'avez dit, c'est très étroit. Alors, il y a peu de possibilités de le faire. C'est plus compliqué. Mais par contre, si vous regardez au niveau où la ville peut intervenir, si on prend par exemple la station de Champ-de-Mars, il est prévu de rendre cette station accessible universellement, malgré les difficultés là, de traverse qui se présentent là. Donc, il y aura éventuellement... le métro, actuellement, installe des ascenseurs. Il est aussi prévu que dans la partie qui relève de la ville, soit aussi installé des ascenseurs pour que les gens à mobilité restreinte puissent accéder au Vieux-Montréal. En fait, le sens de ma question concerne vraiment la valeur patrimoniale, ou qui devient souvent un obstacle à l'accessibilité en tant que telle, du fait que on prime sur l'esthétique et l'historique au lieu de l'utilisation réelle que les gens puissent en faire. Et donc, au-delà des contraintes physiques qui sont, des choses qui sont parfois contournables, mais la question du patrimoine demeure un élément qui, lui, peut être facilement transformé, tout en gardant le cachet, mais qui ne soit pas un obstacle en tant que tel à la mise en place de... On peut peut-être aller voir les gens du ministère de la Culture qui sont présents. Est-ce que ça fait partie des préoccupations ou des critères d'analyse que vous avez? La question, au fond, ce que je comprends de ce que M. Messier nous dit, c'est il y a des critères qui s'appliquent évidemment quand vous pensez conservation du patrimoine, mais lui, il dit il y a des utilisateurs aussi qui sont là pour en profiter aussi. Et dans certains cas, ils auraient besoin d'aménagement pour pouvoir avoir accès. Est-ce que ça fait partie de vos critères d'analyse et comment est-ce que vous considérez ces éléments-là? Venez donc à la table et vous identifiez, madame, vous êtes une nouvelle intervenante du ministère des Affaires culturelles. Oui, mon nom est Chantal Grisé. Je suis architecte à la Direction du patrimoine et de la muséologie du ministère de la Culture et des Communications. Alors, pour répondre à votre question, en fait, nous, on analyse les projets qu'on reçoit. Donc, si dans le projet, il y a des mesures qui sont mises en place pour favoriser l'accessibilité, écoutez, moi, je pense qu'on peut juste applaudir à ça. Mais effectivement, nous, on n'a pas de critères nécessairement quand on reçoit les projets pour demander aux promoteurs d'en ajouter. Je pense que c'est à eux de... En fait, je vais prendre en note vos préoccupations pour les prochains projets qu'on va voir, mais c'est vraiment les promoteurs. Là. Nous, on analyse leurs projets. Donc, mais ça ne vient pas en contravention, disons par exemple les rampes d'accès ou d'autres mesures qui pourraient prendre pour faciliter l'accès aux personnes qui ont des limitations. Ça ne vient pas nécessairement en contradiction avec des critères que vous avez qui sont liés à la protection du patrimoine. Non, moi je pense qu'il y a moyen d'être imaginatif et créatif puis de trouver des solutions, mais je pense que j'aimerais ça. Peut-être que justement les promoteurs nous en proposent plus, parce qu'effectivement c'est un aspect qu'on... Oui, M. Coulon. En fait, la question se pose surtout pour les propriétaires privés. En fait, oui, ça fait obstacle à l'architecture. Oui, les propriétaires, en général, voudront essayer de trouver des solutions. Je ne suis pas sûr que les associations de personnes à mobilité réduite sont assez souples pour trouver des solutions. Je pense qu'ils s'encampent trop sur des principes et ils ne sont pas à la recherche de solutions. Donc, dans le Vieux-Montréal, il faut être à la recherche de solutions et non pas se camper sur des positions qui font en sorte que c'est impossible. D'accord. Alors, vous avez droit à une deuxième question, M. Messier. En fait, la question est simple. Est-ce qu'on a accès ou on n'a pas accès? Après ça, trouver des solutions, je ne pense pas que quelqu'un va se mettre à dire bien, cette solution-là n'est pas acceptable à partir du moment où l'accès y est ou l'accès n'y est pas. En fait, il faut... c'est un problème qui est assez récent. On a soulevé ce problème-là assez récemment. Donc, disons, depuis 10 ans, on se préoccupe un peu plus de ça. Mais anciennement, l'architecture ne se préoccupait pas du tout de ça. Donc,
oui, l'accès, on pourrait en trouver des solutions, certaines solutions, mais ce n'est pas les solutions. Prenez... Donnez-nous un exemple, M. Coulombe. Ben, je vais vous donner l'exemple qui m'est arrivé, moi, Banque Royale. Banque Royale, j'ai un accès d'handicapé qui est là depuis 1980-82. Jamais eu de problème, jamais eu de plainte. Et soudainement, les personnes à mobilité réduite se mettent sur ce problème-là. Et ils me traînent presque en cours, là. Jamais qu'ils m'ont parlé. Moi, j'aurais aimé ça, que l'association vienne me parler, dire, « Monsieur Coulombe, peut-on trouver des solutions? » Plutôt que se camper. OK. On voit très bien. Là. Au fond, vous dites établir un meilleur contact. Je pense que c'est ça. Mais là, ce qu'on recueille comme commentaire en réponse à votre question, c'est de la part du ministère, on est prêt à étudier les mesures qui vous donneraient accès. Du côté des promoteurs, ce que je comprends de M. Coulombe, c'est qu'il y a une volonté, il y a une ouverture aussi pourvu qu'on puisse se parler, puis du côté de la Ville aussi. Alors, donc, il s'agirait de voir comment on peut mettre en place des mécanismes qui vous permettent de communiquer. Si vous avez des idées, on vous entendrait volontiers en deuxième partie d'audience là-dessus, dans votre mémoire. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. J'appelle maintenant M. Nicolas Évrenon. Allez, venez. Alors... C'est que j'habite dans l'Est qui traîne de la patte, comme on disait tantôt. Oui, d'accord. Bonsoir. D'abord, une petite réflexion, c'est qu'on avait fait un magasin dans le marché ici avant qui n'a pas marché, mais on n'a pas considéré qu'il n'y avait pas de stationnement. Donc, ce n'était pas nécessairement les gens qui n'étaient pas, mais c'est le stationnement qui n'était pas. Le problème du stationnement. Oui, mais ça, c'est juste une remarque suite à ce qui a été dit là. Maintenant, j'ai deux choses très brèves à dire. La première, c'est qu'en dessous de nos pieds ici, il y a le métro. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de station ici? Pourquoi on n'a pas fait une station de métro ici? Maintenant, dans le marché Bon Secours? Non, du temps du maire Drapeau, il n'y avait pas d'habitants dans le quartier. Mais maintenant, on aurait pu penser à faire un métro, un peu comme le TGV qui n'existera jamais. Mm-hmm. On pourrait peut-être parler du métro et ça donnerait un petit air de vie ici dans l'Est, je ne sais pas, enfin. Mais ici, en dessous de nos pieds, il y a le métro, la ligne qui va à Longueuil. Vous trouvez mal desservi, quoi, en transport en commun? Oui, cet autobus, je n'ai jamais su où il allait exactement, et ainsi de suite. Alors, il y a une autre chose qui serait peut-être plus facile. Dans le parc Vigée, il y a plein de béton. C'était l'époque où le béton était une matière précieuse. Et maintenant, ce béton, il est très laid et ça serait très facile de l'enlever. Oui. Et ça ferait un joli parc, juste devant les bâtiments de l'hôpital qu'on construit actuellement. Vous parlez au Square Vigée. Oui. Oui. Ça serait peut-être une belle occasion de demander aux gens de la Ville, est-ce que, parce que ça fait partie des éléments qui sont inscrits au plan de conservation et de mise en valeur, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur l'orientation que vous voudriez voir donner à l'aménagement du Square Vigée? Non, mais je m'excuse parce que je vais partir. Oui. C'est juste de démolir ce béton et c'est tout. Donc, non, mais peut-être y avoir un opposant ou deux. Non, mais c'est parce que là, vous avez une langue très scientifique. Oui. Et après ça, on ne comprend plus rien. Mais là, c'est juste de démolir le béton. Juste de démolir. Et puis arranger le parc. D'accord. Et puis c'est tout. Alors, toute la théorie et tout le blabla... non, mais sauvez-vous pas. Vous pouvez rester assis à côté, monsieur. Okay. Monsieur exprime un fantasme qui est assez répandu dans la société en ce qui concerne le béton en question. On l'entend régulièrement, mais il faut quand même noter, même si c'est du blabla, que ce béton-là fait partie d'une œuvre d'art qui est l'objet... Ah, je sais. Est-ce que je peux finir la réponse? Oui, il faut. Je vous remercie beaucoup. Alors, ce béton-là fait partie d'une œuvre qui est l'œuvre d'un des plus grands artistes d'art visuel du Québec, qui s'appelle Charles Daudelin. Ceci dit, je ne suis pas en train de dire que j'aime l'œuvre ou que je ne l'aime pas. C'est des faits, ça, c'est une réalité. Ce n'est pas du blabla. Moi, je suis assez content de vivre dans une société où on prend le temps de discuter avec la succession d'un artiste avant de passer le bulldozer dedans. Et cette discussion-là n'est pas terminée.
L'objectif, éventuellement, serait effectivement de faire une nouvelle réévaluation de cet espace-là, compte tenu que l'environnement a commencé déjà à changer et va continuer à changer avec l'arrivée du centre de recherche du CHUM, la revitalisation éventuelle du projet de la gare Vigée, etc. C'est la même chose pour les autres îlots voisins qui ont également des œuvres d'art d'artistes connus. Ce travail-là est en cours et éventuellement, comme je vous dis, l'objectif est d'en arriver à une solution qui, sans faire consensus, parce qu'il y a des gens qui vont être pour, des gens qui vont être contre, mais d'en arriver à une nouvelle réflexion sur cet espace-là, dans l'esprit où vous le dites. Mais on pense qu'il faut prendre le temps de compléter cette discussion-là dans le respect de toutes les parties concernées. Merci, M. Choquet. Alors, j'appelle M. Henry Desbiol. Desbiol, oh, ils ont mis 2 D à notre table d'accueil. C'est pas très... Ah oui, allez. Bonsoir. Messieurs, dames, écoutez, Monsieur Mercier a mis la table concernant l'accessibilité universelle. Je ne vais pas faire on n'est pas pour faire un procès, mais je pense que, M. Colomb, à aucun moment, nous avons, en tout cas moi, je n'ai jamais daigné d'avoir des relations de contact pour dialoguer. Il est certain que pendant des années, il y a eu des associations qui se sont occupées de maintes choses parce qu'il n'y avait absolument rien pour les personnes handicapées, mais on arrive à un moment dans notre société où nous parlons d'inclusion et que je pense, pour une question de dignité, que tout et chacun doit pouvoir prendre sa place. Et croyez-moi, c'est une grande frustration quand vous arrivez devant un restaurant qui vient d'être rénové ou qui vient d'être construit, qui ne soit pas accessible. Vous voulez fêter un anniversaire, vous voulez aller avec votre maman qui est en fauteuil, avec votre enfant, vous ne pouvez pas rentrer. Croyez-moi, il y a des choses qui me blessent. Et je pense qu'on a droit à un respect et une dignité, avec tout le respect que je vous dois, mais là, personne n'a attaqué. Là, moi, je n'ai pas connaissance. Je fais partie de l'association dont vous parlez. Mais je pense, M. Desbiol, qu'il ne faut pas faire en sorte que ça devienne... Mais j'ai un côté émotionnel, vous m'excusez, oui, Madame la Présidente. Je comprends très bien. Alors, je vais revenir. Mais je pense qu'il y a... La ville a adopté l'année dernière, au mois de juillet, une politique d'accessibilité universelle. Et puis, je pense qu'on est en droit, là, maintenant, de pouvoir tout ce qu'on peut faire, tout ce qui est possible. Vous savez, si l'on voit qu'il y a un magasin qui est au 2e étage ou au 2e sous-sol, nous sommes assez sensés pour comprendre qu'il n'y a pas de possibilité de faire quelque chose. Mais quand il y a des possibilités, et on se cache toujours derrière le propriétaire, parce que le propriétaire, c'est lui qui doit décider. Mais il y a aussi la régie du bâtiment, dans les nouvelles constructions. Vous parliez du Non, je vous arrête, M. Desbiol. Voilà. Il ne faut pas que vous nous fassiez votre mémoire maintenant. Non. Est-ce que, ce qui serait intéressant, moi je vous avoue que ça nous arrive assez souvent d'échanger avec vous en consultation publique. Est-ce que cette fois-ci, on pourrait s'attendre de vos associations à ce que vous veniez nous dire, dans le cas précis du Vieux-Montréal, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Alors écoutez, madame, je vais pas... Mais pas tout de suite, en deuxième partie. Je pense que oui, moi je pense que moi-même, personnellement, je suis prêt à m'engager par rapport à ce que je vis. Parce que je suis aussi quelqu'un qui vient, aussi avec des amis, des touristes qui viennent d'Europe, des États-Unis, je les aide quand ils viennent à Montréal. Alors je suis un usager, je serai prêt, moi, à dialoguer. Alors, venez commencer en nous disant, peut-être à l'occasion d'une présentation orale ou peut-être dans un mémoire, dans le Vieux-Montréal en particulier. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, que vous considéreriez réaliste aussi de demander dans un contexte de site historique et qui serait relié à des conditions vous donnant accès? J'ai un exemple, madame. Je suis allé en Europe il y a 2 ans, à Barcelone. Des vieilles cathédrales qui datent du Moyen-Âge. Oui. On a pu les rendre accessibles, ces cathédrales. Bon, alors, vous pourriez peut-être nous donner ces exemples-là. Il y a plein d'exemples. Je veux dire, on ne va pas réinventer la roue. D'accord. Il y a vraiment des choses, je pense que c'est nécessaire. Ou alors on se dit non,
c'est des petites gens, et avant tout, nous sommes des personnes. Nous ne sommes plus des infirmes, nous sommes des personnes handicapées. Alors, je pense que vous êtes assez sensibilisés et je serai prêt à dialoguer avec vous. D'accord. Et puis essayer de vous apporter des solutions, monsieur. Merci infiniment. On vous attend en deuxième partie. Voilà. Merci bien. Je vais inviter maintenant Mme Laurence Parent. Pendant que vous vous avancez, Mme Parent, est-ce qu'elle est là, Mme Parent? Oui. Alors, peut-être que M. Bergeron aurait une question. Oui, j'aurais une question qui porte sur toute la question de l'évolution des quartiers en périphérie. On sait que le quartier du multimédia semblerait avoir eu un impact, on peut dire ça, je pense qu'il va avoir eu un impact important sur le redéveloppement de la portion est du Vieux-Montréal. Comment, dans le cas de la Cité de la Santé, comment on peut saisir l'opportunité que nous offrira l'avenue de ces centaines de travailleurs ou des gens qui le fréquenteront? Comment on peut saisir l'opportunité pour favoriser, disons, le redéveloppement ou la mise en valeur de la portion est du Vieux-Montréal? Monsieur Choquet, comment la Ville voit ça? Est-ce que ces projets-là constituent une opportunité que vous voulez utiliser? Ces projets-là constituent une opportunité, certainement, parce que de la même façon qu'avec le Centre de commerce mondial, avec l'ensemble du développement du quartier international, le flanc ouest, les faubourgs immédiats, l'environnement immédiat a permis une densification. Et ne serait-ce que commercialement, tout ça dépend beaucoup d'une certaine masse critique qui permet par la suite le développement. De la même façon, mais d'une façon plus institutionnelle, avec le centre de recherche du CHUM, le CHUM lui-même, les projets qui se développent autour, je ne vais pas parler en son nom, mais j'ai croisé M. O'Brien il y a quelques semaines, qui me disait qu'il était en train qu'il avait refait son financement et qu'il travaillait sur une relance du projet de la gare Vigier et tout ce qui tourne autour. Évidemment, cette relance-là n'est pas étrangère au fait que le CHUM s'en vient aussi. Un projet en amène un autre. Et si on pense également au fait que les Archives nationales, le Centre culturel marocain, il y a eu d'autres consolidations dans ce coin-là, sans compter le Faubourg Québec, etc. Donc, on peut penser que ce qui s'est passé du côté ouest peut se passer d'une autre manière du côté est et que cette consolidation aux environs immédiats de la partie est devrait être bénéfique. Si, en plus, éventuellement, le projet du hangar 16, celui-là, disons que ça prend un peu plus d'optimisme pour y croire actuellement, mais si le projet du hangar 16 au Vieux-Port se concrétisait, c'est certain que ça consoliderait aussi les environs du marché Bon Secours. Donc, mais tout ça va quand même dans une certaine direction qui nous semble globalement positive. Évidemment, il y a peut-être certains commentaires à faire sur l'architecture un peu étonnante du centre de recherche, là, disons, qui peut-être manque un peu de recherche, contrairement au centre lui-même. Mais pour le reste, ça va quand même, globalement, il nous semble dans la bonne direction. Oui, M. Grenier. Bien, c'est justement, ma question aurait été à nos panélistes, c'est quels seraient les attributs qu'il faudrait absolument mettre en place pour s'assurer que le lien, par exemple, entre la rue Saint-Denis et le Vieux-Montréal puisse vraiment être efficient? Okay. Moi, je ne veux pas être casseux de party, comme on dit, mais je pense que le CHUM va avoir un effet bénéfique sur tout l'aspect résidentiel. Je pense que ça va avoir un effet bénéfique. Dans le Vieux-Montréal? Dans le Vieux-Montréal, ou sur le pourtour, c'est clair. Du côté commercial, je pense que ce sera assez ténu comme addition pour l'ensemble du commerce de détail. Et je m'explique très rapidement. On a fait par le passé des études pour le CUSUM et pour le CHUM dans les pavillons existants auprès des employés, des travailleurs, et ils sortent très peu. Il faut comprendre un petit peu la dynamique d'un hôpital. C'est une grosse bâtisse. Les gens travaillent dans différents départements. Ils ont généralement 45 minutes, 1 heure pour manger. Ça sort peu. Alors, actuellement, là, on a fait tous les pavillons du CUSUM, puis qui sont quand même près du centre-ville, et il y en a très peu qui sortent à l'heure du dîner, et même après, ils s'en retournent chez eux. Alors, comparativement, par exemple, au Centre de commerce mondial, où là, on a des bureaux, des travailleurs, il y a des réunions, il y a des...
Au CHUM, ça va être différent à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas une très, très grande... je pense pas que ça va amener beaucoup de travailleurs à venir consommer ou à venir se restaurer dans le Vieux-Montréal, même si c'est relativement près. Excusez de casser le party. Non, mais il faut être au clair, il faut être lucide aussi. Madame Parent, on vous écoute. Oui, merci. Bon, moi aussi, je vais peut-être un peu casser le party. Je suis désolée de revenir là-dessus. Je suis une personne qui se déplace en fauteuil roulant, une militante dans le milieu de la défense des droits des personnes handicapées. J'ai été très offensée par les propos de M. Coulombe. Plutôt, la communauté est une communauté diverse, avec beaucoup de groupes qui militent depuis plus de 30 ans. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Puis, tout ça pour faire un lien, dans le fond, avec la présentation d'aujourd'hui, il y a une absence totale du concept d'accessibilité au niveau des obstacles architecturaux dont sont confrontées les personnes handicapées. Donc, il faut tenir dans le fond, le contexte, c'est ça, là. Pourquoi est-ce que les gens sont frustrés? Il ne faut pas chercher le midi à 14 heures. C'est que ces personnes-là sont continuellement oubliées. Puis, il y a la Charte des droits et libertés qui existe. Donc, quand on parle du Code de la construction et tout ça, dans le fond, il faut revenir à l'essentiel, c'est les droits des gens. J'ai eu la chance de voyager dans des villes d'Europe qui sont beaucoup plus anciennes que le Vieux-Montréal, et l'accessibilité là-bas est beaucoup mieux. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites. Puis, vous demandez tantôt, dans le fond, cette période-ci, c'est spécifiquement pour parler du Vieux-Montréal. Qu'est-ce que les personnes veulent? Mais dans le fond, on aimerait qu'il y ait des gens qui soient spécifiquement mandatés pour travailler sur ces questions-là. Parce que, visiblement, sans vouloir offenser personne, on dirait que ça n'a pas été fait. D'accord. On va retourner. Voulez-vous qu'on va retourner à la ville là-dessus? Moi, je voudrais revenir à l'échange avec M. Coulombe, puis peut-être qu'on puisse fermer ça. Moi, je l'ai interprété comme un appel au dialogue. Alors, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est un appel qui est lancé dans votre direction, et vous en lancez un de la même nature du côté de la ville. Comment est-ce que vous réagissez à l'idée d'avoir des gens qui peuvent entrer en interaction avec les associations d'handicapés pour voir concrètement qu'est-ce qui peut être fait de plus, par exemple, par rapport au Vieux-Montréal? Mais je crois que même à l'arrondissement, M. malheureusement a dû quitter, mais déjà, on a rencontré des représentants, dont malheureusement, j'oublie le nom de l'association. Une première fois, je pense qu'aussi cette association-là est venue faire une présentation à la table de concertation pour exprimer ses besoins à l'égard des types d'aménagements qui avaient été faits dans le Vieux-Montréal. Notamment, il était question de la place d'Armes, entre autres. Donc, il y a un certain dialogue qui, me semble, s'est établi. Maintenant, on n'en voit peut-être pas déjà le résultat, mais quand même, je ferais remarquer que la Ville a quand même adopté une politique d'accessibilité universelle. Évidemment, c'est en ce qui la concerne. Particulièrement, il y a plusieurs projets en cours de rendre tous les bâtiments publics sous responsabilité de la Ville accessibles universellement. Donc, ça, c'est un programme qui est en cours. Dans le Vieux-Montréal, il y a plusieurs interventions qui vont corriger toutes les lacunes à cet égard-là. J'en ai mentionné une tantôt. À l'Hôtel de Ville, il est prévu d'améliorer la situation d'accès aux bâtiments. Il y a plusieurs projets en chantier. Évidemment, on ne va pas tout ça réaliser à très court terme, mais il y a quand même une volonté là, de donner suite au dialogue qui est entrepris avec la Ville depuis un certain temps au niveau des personnes à mobilité réduite. Si ce n'est pas nouveau, vos associations, c'est quand même pas nouveau aussi l'intérêt ou la prise en compte par la Ville de ces questions-là. Évidemment, là, vous l'amenez sur un point plus pointu, qui est celui du Vieux-Montréal, qui a une problématique particulière d'accessibilité en général, je dirais. Donc là, je pense qu'on reçoit vos remarques, vos commentaires, et puis j'imagine qu'on essaiera de voir comment on peut y donner suite dans l'établissement d'une façon d'avoir une interaction, une rétroaction avec vous. Est-ce que je peux vous lancer le même appel qu'à monsieur, celui qui vous a précédé? Venez, en deuxième partie, nous parler concrètement de ce que vous aimeriez voir mis en place dans le Vieux-Montréal. On sera là. Puis en attendant, on souhaite que s'il y a du travail qui soit fait, mais qu'il soit plus visible. Sinon, comment voulez-vous que les gens se sentent concernés? Merci. Merci beaucoup de votre intervention, madame. J'appelle maintenant M. Julien Gascon-Sanson. Monsieur Julien? Est-ce qu'on va vous faire la même demande, Monsieur Sanson? Allez, je vous écoute.
Est-ce que vous me permettez de commencer par une petite anecdote personnelle? Il faut que ça soit rapide, parce que Bref. là, vous conviendrez, vous êtes le quatrième à intervenir. Il y a sûrement d'autres gens qui ont d'autres problématiques à couvrir. Je ne peux pas vous laisser occuper tout le territoire, là, toute la période de questions. Alors, il faut être très rapide. OK. Donc, je voulais vous dire, je me suis rendu ici. Je voulais souper dans les environs du marché Bon Secours, mais dans le fond, j'ai apporté mon lunch puisque je savais que j'aurais de la difficulté à trouver un restaurant accessible. Donc, moi, ma problématique, c'est surtout, je vise particulièrement les restaurants où il y a très peu de restaurants qui ont un accès facile et je remarque que de nombreux endroits ont seulement une marche, peut-être à monter ou 2 marches. Donc, moi, dans le fond, je pense qu'il y aurait moyen d'avoir peut-être un accès qui n'entrerait pas en contradiction avec le patrimoine ou la structure du bâtiment, mais peut-être une rampe développée qui ne toucherait même pas au bâtiment, ou en tout cas une solution qui permettrait d'avoir accès à moindre coût et facilement. Donc, je pense que c'est aussi une question de volonté de s'intéresser à la question, comme mes collègues l'ont mentionné. Est-ce que vous avez une question précise à adresser à l'un ou l'autre des participants? Oui. Donc, en fait, j'aimerais savoir si la solution d'installer une adaptation au commerce où ce que seulement 1 ou 2 marches a été envisagée. Donc, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été pensées par rapport à ça? Donc, je vais un peu dans le même sens que ma collègue. Est-ce que vous avez autre chose à dire de plus que ce que vous avez déjà dit, M. Delcourt? Malheureusement, non. Il n'y a pas vraiment de réflexion à l'égard de situation. Je pense qu'une marche, ça peut être pareil comme si on avait 12, ça dépend des circonstances. Mm-hmm. Bon, alors, je vais être obligée de vous arrêter pour laisser la chance à d'autres de pouvoir venir nous entretenir de d'autres sujets. Merci d'être venu, puis on espère vous voir en deuxième partie. Merci bien. J'appelle maintenant M. Yves Daou. En attendant que M. Daou s'amène, M. Chénard. Oui, alors on a beaucoup parlé de services et de commerce de proximité et du fait qu'il y avait manqué peut-être d'une masse critique. Donc, dans un premier temps, je vous demanderais de peut-être, M. Grenier, nous éclairer sur les seuils critiques. Vous avez parlé de stationnement et de population. Il y a des résidents, il y a des gens qui ne font que travailler. Si c'est possible de donner des éclaircissements. Et deuxièmement, du côté de la ville, on lit dans la documentation que le Vieux-Port prévoit 2 noyaux de commerce de détail. Quelle est votre vision par rapport à ça? Puis est-ce que ça va être complémentaire? Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ça. Alors, M. Grenier, pour commencer sur la masse critique ou les conditions, entre autres parler de stationnement peut-être, un peu plus. Ben, en fait, je peux commencer par juste parler de masse critique parce qu'un supermarché aujourd'hui de taille équivalente, par exemple, au métro, au coin de Notre-Dame et de la Montagne, ça prend un chiffre d'affaires qui va jouer entre 15 et 20 millions de dollars par année. Okay? C'est pas compliqué, ça semble beaucoup, mais les marges bénéficiaires nettes sont très faibles. Et donc, on a ça là, dans le Vieux-Montréal, à peu près 18 millions. Mais évidemment, il faudrait qu'à peu près tous les résidents consomment à cet endroit-là. Donc, aujourd'hui, on est limite. Là. Moi, je pense qu'avec le développement résidentiel, d'ici quelques années, on aura suffisamment de monde pour avoir un supermarché. D'autre part, les seuils critiques, ça nécessite aussi, dans le cas du Vieux-Montréal, pour l'établissement d'un supermarché, ça nécessite la présence d'un stationnement. Pour la simple et unique raison que tous les stationnements en périphérie du Vieux-Montréal, pas tous les stationnements, mais tous les supermarchés en périphérie du Vieux-Montréal ont un stationnement. Et comme c'est relativement pondéreux, il n'y a pas personne qui va partir de la partie... Mettons qu'il y avait un supermarché dans la partie Est, je n'ai pas d'emplacement dans la tête, mais il n'y a pas personne qui va partir de la partie Ouest, qui va marcher jusque dans l'Est, à pied, parce qu'il n'y a pas de stationnement, puis revenir chez lui. Ce qu'il va faire, il va prendre son automobile, puis il va aller sur Notre-Dame de la Montagne, ou il va aller à l'île des Sœurs, ou il va aller, les gens dans l'Est, plus au complexe des Jardins. Donc, il faut offrir la même accessibilité. Ce n'est pas rien qu'une question de proximité, mais c'est la même accessibilité, facilité pour que les gens se déplacent. Sinon, oubliez ça, ça ne fonctionnera pas. Si ça n'a pas fonctionné, c'est entre autres, c'est pas juste à cause de ça, mais parce qu'il n'y avait pas de stationnement
Et je sais qu'il y a une volonté, c'est intéressant, les épiceries fines, tout ça, mais ce n'est pas le quotidien de tout le monde. Hein. Tout le monde le fait. On a des événements qui sont plus ludiques. On soit du monde, on va aller au marché à Atwater, on va faire... Mais dans le quotidien, là, il n'y a personne qui veut payer des tomates 3 fois plus cher que ce qu'il paye au supermarché. Là. Alors, il faut faire attention avec cette dynamique-là. Moi, je pense qu'il y a de la place pour un supermarché ici, mais dans la mesure où on offre des éléments d'accessibilité qui seront comparables à ce qu'on retrouve dans les quartiers limitrophes. En termes de stationnement, je ne sais pas, est-ce que c'est par 1000 pieds carrés qu'on calcule ça, mais on en voit où il y a quand même un bon roulement. Il y a un certain nombre de places, mais au fond, les gens viennent, partent. Il y en a qui viennent à pied, mais tu n'as pas besoin de... Non, un bel exemple, c'est le métro Notre-Dame-de-la-Montagne. Il y a peut-être dans une trentaine, 35 places de stationnement, c'est tout, là. Pour combien de pieds, excuse? Ben, c'est... 15 000 ou... Non, c'est plus que ça. Là. Je pense que c'est 28 000 pieds carrés, quelque chose comme ça. Là, puis tu as 35 places? Mais, okay. 35 places. Parce que oui, il y a des gens... Si, par exemple, le supermarché était du côté est, les gens qui restent du côté est, il y en a plusieurs qui vont y aller à pied, mais il faut offrir l'opportunité. Puis 35 places, en milieu urbain, ça fait le travail. Là. C'est pas... ça ne prend pas 200 places de stationnement. On n'est pas en banlieue. Là. Merci pour la précision. Monsieur Coulombe. Moi, j'ai un Super C dans un de mes édifices et il y a 45 places et c'est 45 000 pieds. C'est ça. Donc, puis ça suffit. Ça suffit. Une du 1000. Une du 1000. Une place de 1000 pieds carrés. Ouais. Monsieur Choquet, sur le développement commercial dans l'Est au Vieux-Port, sur le territoire du Vieux-Port. On connaît un des noyaux, mais mes collègues, j'ai vérifié, le deuxième, on ne le connaît pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est compte tenu des changements qui se sont produits récemment dans la structure de gestion au Vieux-Port, on va avoir besoin au cours des prochains mois de rencontrer les collègues. En plus, notre ami Claude Benoît quitte, donc il y a comme une sorte de changement de la gamme. Et les priorités, la vision, etc., on va avoir besoin de savoir exactement où ça en est. Puis même si la collaboration avec l'équipe de Claude Benoît a toujours été excellente, on souhaite quand même qu'il y ait un rapprochement, non pas seulement au niveau de la qualité des relations avec les personnes, mais aussi entre les institutions. Mm-hmm. Si on souhaite que le Vieux-Montréal et le Vieux-Port fassent plus un que maintenant dans l'avenir, il va falloir qu'on travaille encore plus ensemble qu'on le fait maintenant. Merci. Merci infiniment. Monsieur, bonsoir, Monsieur Daou. Comment allez-vous? Très bien, merci. On vous écoute. Bonsoir à tous et merci pour cette opportunité d'être entendu. Ma question principale se trouve dans la préoccupation de rendre le thème de la soirée comme suit: faire du neuf accessible avec le vieux, hélas, trop souvent inaccessible. Le Vieux-Port et le Vieux-Montréal étant un pôle touristique clé à Montréal comme au Québec, raison de plus à rendre ce milieu un environnement universellement accessible de manière à rendre ce site comme un modèle touristique sans obstacle à la mobilité réduite, aux personnes en fauteuil roulant comme aux poussettes. J'investis une confiance aux instances décisionnelles à ce qu'on ne puisse dire en 2025, les décideurs du début des années 2000 n'étaient pas sensibles à la dimension d'accessibilité universelle, malgré l'adoption en 2012 d'une politique d'accessibilité universelle. Là, je vous arrête. Est-ce que vous avez une question? Oui, j'y arrive. C'est une réflexion générale par rapport au développement. Mais c'est parce que je peux pas vous laisser faire dans la mesure où vous êtes le 5e ou le 6e intervenant là, qui parlait que de toujours de la même problématique. Et j'ai des gens sur ma liste qui attendent. Alors, on a déjà donné presque une demi-heure à la question. Je voudrais terminer. J'ai pas long. Mais on a une deuxième partie pour vous entendre. Alors, il ne faut pas que vous occupiez tout le terrain. Mais alors, allez à la question. Il y a quelque chose qui m'a bousculé, Mme Roy. C'est quand M. Coulombe, j'étais ravi de l'entendre dire qu'il y avait des règlements, mais qu'on ne les faisait pas respecter. On est d'accord là-dessus? C'était pas là-dessus. Oui, il c'était pas sur l'accessibilité. Non, c'était pas sur l'accessibilité, c'était sur le développement du Vieux-Montréal, où c'était sale, c'était mal entretenu, tout ça. Donc, on est d'accord là-dessus, sur le respect de la réglementation. Quoi qu'il en soit ainsi pour la politique
d'accessibilité universelle. En passant, M. Coulombe, je vous mets au défi d'entrer dans votre édifice de la Banque Royale qui abrite les locaux de la Commission des droits de la personne et à la jeunesse en fauteuil roulant. J'ai assisté à une manifestation et il y a une personne en fauteuil roulant qui a failli tomber et se casser le caillou. Mais là, c'est... Si je ne la récupérais pas. Mais oui, mais je vous arrête. M. Coulombe m'a donné des exemples. Je suis d'accord, voilà. Mais on en a reparlé, là, vous venez de le dire. Mais ce n'est pas l'objet de la consultation publique. Là. Vous comprendrez que je ne peux pas vous laisser aller là-dessus. Je vous comprends, Mme Roy, mais mon intervention générale, c'est finalement la sensibilisation. Même si je ne suis pas personnellement en mobilité réduite, je considère qu'il y a un trou vacant. Et que je n'attendrai pas à ce que je sois en fauteuil réduit, en mobilité réduite pour dire bien, il faudrait qu'on y pense. Je pense que c'est dans l'intérêt de tous et chacun parce qu'on ne sait pas si un ACV nous attend demain. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. J'appelle maintenant M. Camille Gaston Breton. Bonsoir, M. Breton. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Oh, alors, pendant que vous allez sortir votre feuillet, on peut poser une question? Allez, M. Bergeron. Ou sinon, c'est moi qui vais en profiter. Je reviens avec la question que je vous ai posée un peu aux panélistes. Vous êtes... presque tous revenus sur l'importance du développement immobilier comme perspective à adopter pour assurer le développement du Vieux-Montréal. Et je pense que si on regarde aussi dans le document de la Ville, on sent aussi qu'il y a beaucoup d'importance d'accorder au développement résidentiel comme levier, si vous voulez. Et c'est ça ce soir notre thématique. Qu'est-ce qui pourrait être des actions leviers? Comment vous, ou quelle importance vous accordez à la fonction destination touristique et est-ce que vous voyez des tensions entre les deux? Puis j'oserais même vous dire, est-ce que vous avez des pistes pour les résoudre? Monsieur Demers. D'abord, la fonction résidentielle, c'est la fonction la plus importante pour assurer la vie dans le quartier. 365 jours par année, puis 24 heures par jour. Et c'est la fonction la plus fragile. C'est-à-dire que si on est capable de maintenir une qualité de vie pour la fonction résidentielle, on s'assure qu'on maintient une qualité de vie pour toutes les autres fonctions aussi. C'est-à-dire qu'on protège celle qui est la plus essentielle pour donner de l'animation dans le quartier et celle qui donne l'animation la plus authentique aussi. Et ce que les touristes recherchent aujourd'hui, c'est pas les attrapes touristes et puis les souvenirs bon marché qui sont tous faits en Chine de toute façon, ils n'ont rien de montréalais, c'est de fréquenter des villes où les gens vivent normalement et d'arriver à s'intégrer dans cette population de résidents sans déranger. Alors, c'est pour ça qu'il faut absolument défavoriser tout ce qui amène du tourisme, des foules, puis du tourisme là, qui n'est pas vraiment intéressé à comprendre c'est quoi la vie du quartier. Donc, vous dites sans déranger. Sans déranger, c'est-à-dire faire partie de la vie du quartier. Alors, il y a des fonctions qui, forcément, sont... c'est sûr que quand on parle de la bouffe rapide, c'est pas quelque chose qui est très, très positif parce que c'est fait beaucoup pour des foules. Mm-hmm. Et il y a assez d'activités culturelles. C'est sûr qu'il y a des grands monuments. On regarde l'église Notre-Dame, c'est un monument majeur. Les gens veulent y aller. Mais il y a peut-être des gens qui peuvent se contenter d'aller tout simplement voir l'église Notre-Dame puis partir en autobus ensuite. Puis il y en a peut-être d'autres qui sont intéressés à marcher dans le quartier. Mais je pense que ce qu'il faut favoriser, c'est une qualité d'offre touristique et une qualité de fréquentation touristique pour protéger la fonction résidentielle, qui est celle qui est, à mon avis, la plus essentielle pour assurer la vie dans le quartier. Mais vous vous souvenez aussi, M. Demers, et là je m'adresse à tous les panélistes, que le Vieux-Montréal, historiquement, puis je pense que c'est encore vrai, a été un lieu de fête. Un lieu de... Puis avec le Vieux-Port, c'est aussi un lieu de récréation. Alors, est-ce que cette fonction-là vous apparaît
créer des tensions avec la fonction résidentielle? Ou est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que ces deux fonctions-là puissent cohabiter harmonieusement sans se déranger trop ni l'une ni l'autre? Moi, j'ai été le premier président de la table de concertation et c'est à ce moment-là que le Vieux-Port avait invité Juste pour rire. Oui. Pendant 2 années de suite. C'est sûr que ça a été assez catastrophique, là, parce que les gens qui sortaient du Vieux-Port, après avoir entendu des blagues toute la soirée, étaient bien excités, puis traversaient le quartier résidentiel, puis criaient dans les rues. Puis évidemment, là, ça créait des tensions très importantes. Je pense qu'il faut distinguer quels sont les genres de fêtes qui... En fait, il y a peut-être des fêtes qui conviennent, mais tous les événements qui amènent une surexcitation puis qui amènent beaucoup de consommation d'alcool, c'est sûr que c'est incompatible. On voit Édimbourg, d'ailleurs. Dans Édimbourg, là, c'est un quartier résidentiel, le vieux Édimbourg, et il y a des secteurs qui sont protégés. Et c'est marqué, même sur les rues, il y a de la signalisation. Et on dit aux gens, si vous sortez de notre bar, n'oubliez pas que vous traversez un quartier résidentiel, faites attention, il y a des gens qui vivent ici. Et il ne faut pas que les touristes oublient qu'il y a des gens qui vivent dans le quartier. Il y a eu le même débat dans le Vieux-Québec. À un moment donné, ils ont fait un moratoire pour qu'il n'y ait plus de bars et de restaurants dans le Vieux-Québec, parce que sinon, le Vieux-Québec serait devenu inhabitable, évidemment au détriment de la qualité de l'espace. Est-ce que quelqu'un d'autre... Oui, Mme Poitras, M. Coulombe. Oui, je rajouterais qu'on a aménagé il n'y a pas si longtemps, c'est pas tout à fait complété, le quartier des spectacles, hein, qui est conçu justement pour recevoir ce genre d'événements-là. Le Vieux-Port, je pense qu'il peut en recevoir, mais comme j'ai mentionné, il y a une qualité, c'est qu'il est accessible, il est ouvert, il est agréable. Les gens y vont sans vraiment de but spécifique, à part de faire une promenade, tout simplement, puis d'aller observer les gens. Donc, et ça ne dérange pas, parce que ça se fait en continu, et je pense que c'est tout à fait approprié. Donc, ce n'est pas nécessaire de surprogrammer ce qui devrait avoir lieu dans le Vieux-Port. Comme il est là, il est parfait. M. Coulombe, merci. Mais nous, dans le Vieux-Montréal, on accepte encore, dans plein quartier résidentiel, on accepte encore les bars. Et on nous dit, la Ville nous dit, on n'a pas de juridiction, on ne peut pas s'en mêler. Mais moi, je refute ça, que la Ville est supposée d'être maître chez elle. Donc, qu'elle prenne les moyens pour s'assurer du contrôle de ça. Alors, peut-être qu'on va aller du côté des bars, de la Ville aussi, parce qu'effectivement, la question des bars, ça doit faire 3 ou 4 fois qu'elle fait surface là, à l'occasion des forums. Monsieur Choquet ou peut-être M. Delcourt. Monsieur Delcourt. Je ne fréquente pas les bars. Bon, pour ce qui est de la question des bars, effectivement, on a eu plusieurs rencontres avec l'Association des résidents, notamment, à l'arrondissement de Ville-Marie, et on a fait une analyse de la situation et on a constaté que, dans les faits, il n'y a pas une réelle augmentation des bars, des permis des billets de boisson. Mais ce qu'on constate, c'est qu'avec un peu l'évolution de la législation, par exemple, sur l'interdiction de fumer dans les endroits publics, il y a beaucoup d'activités qui sortent des bars. Et donc, il y a du bruit nocturne, mais qui ne fait pas nécessairement de la présence du bar comme tel, peut-être dans certaines circonstances. Mais pour faire face aussi à cette situation-là, on a commencé à faire un peu, je ne dirais pas qu'on fait comme à Édimbourg, mais on a commencé à faire aussi des interventions au niveau des propriétaires de ces établissements-là pour qu'ils exercent un certain contrôle sur leur clientèle. Notamment qu'il y ait des gens qui puissent être engagés par le tenancier pour que, quand il y a des gens qui se trouvent dehors, ils puissent intervenir, leur dire qu'ils font trop de bruit. Puis il y a des interventions policières qui se font aussi de même nature. Et j'ai entendu ici, me semble, c'était mercredi dernier, Mme Caron nous dire que quand même il y avait eu de l'amélioration constatée depuis qu'on agissait de cette façon-là. Donc quand vous nous dites qu'on n'intervient pas pour limiter les bars, c'est qu'on constate qu'il n'y en a pas vraiment plus qu'avant. Évidemment, il y a peut-être de nouveaux tenanciers, de nouveaux propriétaires avec un autre type d'activité, mais le nombre de locaux où se trouvent des bars n'a pas vraiment augmenté. Mais ça n'empêche pas on l'annonce dans le document, qu'on va exercer une certaine réflexion à cet égard, savoir comment est-ce qu'on peut mieux contrôler à l'avenir, ne serait-ce qu'au moins la concentration dans certains endroits de ces établissements-là. D'accord. Merci. Monsieur Breton. Oui, madame. Deux questions, Monsieur Breton. Madame Roy, j'en ai 3. Vous n'avez pas le droit. 2. Vous avez... Droit. Oui. En poser une, en tout cas. Commencez par la première. Et puis, la troisième,
Je la poserai ailleurs, si je ne peux pas la poser ici. Allez-y donc. Allez-y avec la première. Alors, en fait, j'aurais pu la poser à M. Demers parce que tout à l'heure, il a soulevé certains éléments. Moi, je ne suis pas résident du Vieux-Montréal. Oui. Alors, je ne suis pas dérangé par les touristes. Mm-hmm. Alors, non, chaque fois que je viens dans le Vieux-Montréal, c'est parce que j'aime le Vieux-Montréal. C'est un des premiers endroits que j'ai visités à Montréal. Mm-hmm. J'aime la dimension humaine, les échelles, les places, un tas d'endroits qui sont évocateurs de... Alors, c'est sûr que ça s'est transformé beaucoup. C'est depuis l'Expo 67, hein, parce que je peux dire que ma première visite remonte à l'Expo 67. Alors, mais quand même, on m'a quand même inculqué quelques éléments. Et quand je regarde le projet de la direction du patrimoine, alors je vois bien que, bon, les limites, c'est un peu comme les limites de la ville fortifiée. Alors on est replongé. J'y viens, madame, j'y viens. Accordez-moi seulement que le quart du temps que vous avez utilisé. Ça va être suffisant pour moi. D'accord. Alors, allez-y. C'est sûr que la ville fortifiée, par contre, les vestiges sont comme infimes. Hein? Alors, c'est pour ça que c'est ça un peu ma difficulté, c'est qu'on se réfère beaucoup à la ville fortifiée, mais il n'y a pas vraiment de vestiges. Alors, et à mon sens, je me demande si ça ne limite pas un peu avec le reste de ce qui est vieux à Montréal. On a vu le Montréal colonial, par exemple. Dans le vieux Montréal, on a aussi la ville coloniale. Alors, comment est-ce qu'on devrait faire l'interface avec... moi, je suis fier quand je viens d'un autre quartier de Montréal, et puis je suis dans le Vieux-Montréal, je suis fier d'être Montréalais. Alors, je m'imagine que quand un autre Montréalais résident du Vieux-Montréal vient dans mon quartier, peut-être, mais ce qui est fier aussi, là, en tout cas, comment prévoit-on faire l'interface avec les autres vieilles choses, là, le vieux colonial? Allez-y, M. Choquet. Le vieux colonial. Non, mais en fait, vous avez... Prenons le Golden Mile, par exemple. On a juste à aller près de McGill. Il y a une question semblable à ça qui vous a été posée au forum précédent, je pense, sur l'importance aussi de reconnaître qu'ailleurs, dans d'autres quartiers, il y a une valeur historique, et vous avez répondu à travers les quartiers culturels. Je pense que la question de M. Breton, elle ressemble un peu à ça. Là. Ailleurs, il n'y a pas juste dans le Vieux-Montréal, finalement, qu'il y a une valeur historique. Non, effectivement, le Vieux-Montréal est un peu le quartier général, si on peut dire, de l'histoire de la ville, mais il n'y en a pas de monopole. Donc, évidemment, ce sur quoi on travaille, à partir de territoires emblématiques comme le Mont-Royal et le Vieux-Montréal, c'est d'essayer d'identifier dans chacun des quartiers, avec l'aide des sociétés d'histoire locale notamment, les richesses historiques, patrimoniales, culturelles qu'on y trouve, pour éventuellement faire un réseau qui soit beaucoup plus large que ça. Il se fait déjà des choses un peu partout. Tourisme Montréal y travaille. On a un plan de développement de tourisme culturel qui va dans le même sens. On travaille sur des parcours culturels en matière d'art public, par exemple, qui vont d'un quartier à l'autre à l'intérieur d'une zone plus grande. Il y a toute une série d'efforts qui se déploient dans ce sens-là. Mais pour le reste, j'aurais besoin que vous ayez... écoutez, M. Choquet, est-ce que, en termes de ressources là, qui sont consacrées pour des efforts sur les questions patrimoniales à l'extérieur du Vieux-Montréal, puis ceux qui sont consacrés à l'intérieur du Vieux-Montréal, est-ce qu'on parle un peu des mêmes
des mêmes ressources ou si on est... on va y aller rapidement là-dessus parce que notre sujet, c'est le Vieux-Montréal quand même. Peut-être que ce n'est pas nécessaire de répondre à ça aujourd'hui, là, mais OK, je ne m'attends pas à bonne réponse. J'aimerais mieux qu'on aille à ma deuxième question. Allons-y. Oui. En fait, c'est... j'en avais une sur les enrichissements, là, les retombées qui sont dues à l'enrichissement, qui est généré par le Vieux-Montréal. Tout à l'heure, Monsieur Demers a donné un exemple, il y avait de l'enrichissement. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Mais celle que j'ai, plus précisément, ça rapporte... est-ce qu'il y a des projets pour des logements pour les démunis, là, les ménages à faible revenu, comme qui sont les clientèles traditionnelles de certaines, par exemple, des organismes caritatifs. Hein? Ils sont moins importants, peut-être maintenant qu'ils étaient autrefois, là, mais reste encore qu'il y a quand même un noyau d'organismes caritatifs. Et puis, leur clientèle, souvent, les itinérants, un des premiers endroits, des fois, quand ils viennent à Montréal, ils viennent visiter le Vieux-Montréal. Alors, donc, est-ce que dans votre approche du milieu résidentiel, il y a une place pour des logements sociaux, par exemple? L'application de la stratégie de logement social, est-ce qu'elle va se faire aussi dans le Vieux-Montréal? À ma connaissance, en ce qui concerne, si vous parlez d'itinérance, l'accueil Bonneau a eu des difficultés il y a quelques années. C'est un incendie, je crois. L'immeuble a été reconstruit, refait, etc. Donc, il n'y a pas de négation de la situation. Et tout le monde connaît la situation de l'itinérance et de lien avec l'accueil Bonneau, les liens historiques avec le port, etc. Mais au-delà de ça, le développement résidentiel dans le Vieux-Montréal se fait à la fois dans les faubourgs et à l'intérieur même du territoire plus central. Et la façon d'appliquer la politique d'inclusion en matière de logement peut se faire soit directement, soit par contribution financière du développement. Il faudrait prendre chacun des projets pour voir comment elle a été appliquée. Je ne sais pas si mes collègues peuvent aller plus loin, mais cette politique-là s'applique projet par projet. Et au cours des dernières années, je ne peux pas vous dire de façon plus détaillée comment ça s'est fait, mais en général, je sais que les promoteurs immobiliers participent à cette politique-là de différentes façons. Quand ça peut se faire in situ, ça se fait directement sur place, sinon ça se fait par contribution à des projets complémentaires ailleurs. Comme est-ce qu'on pourrait on pourrait le voir, ça, dans le chiffrer? Dans le Faubourg Québec, là, le nouveau... du côté est, là, le nouveau développement qu'il y a là-bas. Il faudrait vérifier ce qui s'est fait de ce côté-là. Ouais. Alors, pourriez-vous nous apporter la réponse? On la mettra sur le site Internet de l'Office, parce que je pense qu'elle existe dans votre document, mais ça va avoir lu la question. Alors, il y avait une dernière chose, une dernière petite chose. Mentionnez-la, mais on va passer à une autre intervenant. C'était juste quelque chose de facile, c'est est-ce que excavation égale analyse archéologique? Sûrement. Oui. Dès qu'on creuse un trou dans le Vieux-Montréal, on fait une analyse archéologique? Je peux vous nommer des endroits à Montréal où vous seriez étonné qu'on fasse des fouilles, on pensait qu'il n'y a rien, mais on en fait quand même. Fait que dans le Vieux-Montréal, c'est clair qu'on les fait, partout. Est-ce qu'on a des choses là-dessus sur votre plan que vous pouvez nous proposer? Oui, une section sur l'archéologie. Dans le plan? Oui. Oui. Richard, oui, il y en a. Merci beaucoup. Je vous en prie, Mme Roy. Merci beaucoup de votre patience. Merci. Monsieur Francisco Moreno. Bonsoir, Monsieur Moreno. Bonsoir, Madame Roy. Il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé. Je ne voulais pas poser des questions, mais c'est une séance publique. Alors, je pense que c'est pour tout le monde. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Coulombe en disant qu'il y a des règlements, mais qui ne sont pas respectés des fois. Alors, ça veut dire que la ville ne fait pas sa job comme il faut, d'une certaine façon. Puis de M. Demers, qui parlait de condos, de logements. Puis, en fait, le Vieux-Montréal, c'est une attraction touristique de l'île.
OK? On a certains secteurs que c'est des résidentiels, puis je pense qu'il y a des promoteurs qui veulent faire du Vieux-Montréal des condos, comme ils sont en train de le faire partout. Puis on oublie quelque chose aussi, c'est que les personnes qui sont venues en chaise roulante, ce n'est pas un problème de cette personne-là non plus seulement. C'est qu'on est dans un pays qui est que la population est vieillissante. Oui. Alors, ce n'est pas seulement une question d'accessibilité pour les personnes à chaise roulante, sinon aussi les touristes. Les touristes qui viennent à Montréal, si vous les remarquez, la plupart, c'est des têtes blanches. Oui. Ça veut dire des personnes âgées. Et puis, je pense que si on enlève certaines choses, et puis ce qui m'a frappé le plus, c'est Mme Poitras qui a dit qu'avec les centres hospitaliers, les CHUM, ce n'est pas l'impact qu'il va avoir. Ça veut dire qu'il n'y a pas une vision. Puis si on n'a pas une vision sur le Vieux-Montréal, avec l'accessibilité, avec les touristes, avec les cachets très Vieux-Montréal, disons que ça me préoccupe, qu'on va faire des condos à côté d'une belle bâtisse comme M. Choquet a dit, ce n'est pas seulement un morceau de ciment, c'est une œuvre d'art. Est-ce que vous avez une question en particulier? Oui, moi, ça m'intéresse de savoir si les nouveaux édifices que vous allez construire, est-ce qu'ils vont s'harmoniser avec le Vieux-Montréal en respectant l'accessibilité, pas seulement pour les personnes en chaise roulante, pour les personnes âgées, pour les personnes avec des enfants, pour les personnes aveugles, et pour tout le monde, qu'il y a la place pour tout le monde. Je pense que Montréal, vous savez, Montréal, c'est une place, on a le quartier gay, qui c'est une attraction mondiale. Avant, c'était San Francisco, maintenant, c'est Montréal qui a cette attraction, mais pourquoi pas, si on enlève ces parties à l'île de Montréal, c'est caché là que tout le monde vient. Si la personne qui vient à Montréal ne passe pas par les Vieux-Montréal, il n'est pas venu à Montréal. D'accord. Alors, est-ce que dans la partie habitation du plan, et éventuellement dans vos orientations, vous pensez, vous prévoyez pour les nouveaux bâtiments avoir des consignes ou des critères qui permettent l'accessibilité à la fois aux familles, à la fois aux personnes âgées, ou si vous vous dirigez plus vers un type de logement pour des gens seuls ou pour des couples? Mais qui s'harmonise aussi, l'architecture qui s'harmonise alentour. Oui. Enfin, j'ai compris votre question comme étant si les nouvelles constructions qui viendraient s'insérer dans le tissu urbain du Vieux-Montréal, elles seraient tenues d'avoir des aménagements qui permettent l'accessibilité à toute personne. Mais la réponse est oui. En fonction du code du bâtiment, on doit prévoir l'accessibilité universelle des bâtiments lorsqu'ils sont construits nouvellement. Alors, pour tout nouveau bâtiment, ce n'est pas un problème. Et par rapport aux terrasses, l'accessibilité aux terrasses. Ben là, terrasses des restaurants? Vous parlez encore pour les gens handicapés? Non, je parle pour tout le monde. Je ne parle pas seulement pour les personnes handicapées. Ben, il y a des personnes qui marchent, qui sont pas capables de monter une jambe. Vous comprenez? Il y a beaucoup de touristes qui viennent avec des cannes. Oui. Disons qu'on... Bon, est-ce qu'il y a des critères particuliers pour faire en sorte qu'on ait accès universel aux terrasses? Je ne crois pas, non. Voilà. Merci. Merci. J'appelle maintenant Mme Josée Lapointe. Oui, Monsieur Bergeron. Pendant que Mme Lapointe se dirige à la table, j'aurais une question. À circuler dans le Vieux-Montréal, il est remarquable de constater que plusieurs étages supérieurs de plusieurs édifices, principalement sur la rue de la Commune, pour ne pas en nommer une, sont désaffectés ou semblent sous-utilisés compte tenu de la valeur au pied carré dans le Vieux-Montréal. Est-ce que c'est un phénomène que vous avez examiné? Est-ce que ça représente un nombre de pieds carrés important? On parle des terrains vacants, mais on ne parle pas dans le document de pieds carrés sous-utilisés. Monsieur Choquet. M. Coulombe semble avoir une réponse à cette question. Monsieur Coulombe. Si vous connaissez un édifice sur la rue de la Commune qui est vacant, dites-moi là. Parce que non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Ça n'existe pas. Là. Il y a peut-être un édifice là, qui est en
en voie d'être rénovés, là, mais à part ça, il n'y a pas d'édifices qui sont vacants sur la commune. J'en connais pas. Non, je ne parlais pas des édifices qui sont vacants, je parle des bâtiments dont l'utilisation, c'est une sous-utilisation par rapport au potentiel que pourrait offrir. Non, actuellement... On voit, il y a de l'entreposage dans les fenêtres. Non, actuellement, il n'y a pas d'édifice que je connaisse sur la rue de la Commune qui est sous-utilisé. Merci beaucoup. Madame Lapointe, on vous écoute. Oui, bonsoir. Depuis le début des consultations, on a beaucoup parlé du patrimoine visuel et du patrimoine bâti, mais peut-être un peu moins du patrimoine vivant. Moi, je suis partenaire de l'Écurie de Montréal, une des nombreuses entreprises de calèches qui dessert le Vieux-Montréal. Mm-hmm. Et puis, ma question est, est-ce que la Ville prévoit, dans ses aménagements, d'améliorer les conditions de travail de ces animaux-là, qui sont aussi des outils promotionnels au niveau touristique? Et puis... Voulez-vous nous donner un ou deux exemples de problèmes qu'il faudrait résoudre? Bien, en fait, je pourrais en prendre un bien simple, qui est les postes d'attente, où il n'y a pas d'ombre, et on sait que le soleil est de plus en plus fort, oui. Très fort, oui. Et puis, peut-être des parcours un peu plus verts, peut-être les sortir un petit peu du CO2, des gaz. Les calèches, vous voulez dire? Oui, ouais. C'est ça. Monsieur Choquet. Monsieur Delcourt. Bon, sur cette question, dans le plan de gestion des déplacements, il y a aussi question des calèches, et entre autres une réflexion sur effectivement leur point d'arrêt, leur lieu d'attente. Je peux me tromper, là, mais il me semble qu'il y avait déjà eu une réflexion d'entamer là-dessus, qu'il y avait déjà eu des points d'attente qui avaient été comme consolidés. Maintenant, vous soulevez la question comme quoi il ne serait peut-être pas adéquat. Bon, je pense que ça fait partie, dans le plan, en quelque sorte, c'est un élément, c'est pas, il ne ressort pas beaucoup, là, mais c'est un élément sur lequel on pourrait se pencher s'il y a des suggestions qui sont faites, là. On pourra revenir en deuxième phase pour peut-être suggérer Certainement. des moyens d'améliorer ces choses-là. Sûrement. Merci beaucoup. On va vous attendre. Merci beaucoup. Monsieur Raphaël Thibault. Bonsoir, Monsieur Thibault. Bonsoir. Donc, bonsoir. On vous écoute. Oui, donc je suis artiste exposant. Voulez-vous parler plus directement dans le micro? Je suis artiste exposant depuis, c'est ma 18e année cette année, sur la rue Saint-Amand. Mm-hmm. Et j'ai été déçu à la lecture du document. Dans le plan, on ne mentionne pas la rue Saint-Amand comme étant une rue des artistes. Mm-hmm. Et j'ai été étonné, puisque sur un site, le site de la Ville de Montréal qui fait la promotion du Vieux-Montréal, qui découle d'une entente de développement, culturel avec, sur Montréal avec le gouvernement du Québec, il y a une section qu'on voit une photo des artistes sur la rue Saint-Amand, puis on mentionne très bien la rue des artistes. Mm-hmm. Et je me demandais pourquoi, et M. Coulombe aussi en a parlé, il a fait allusion au niveau des changements sur la rue Saint-Amand d'un bâtiment, de transformation. Il a mentionné la rue des artistes. Pourquoi ne pas identifier la rue Saint-Amand, je m'adresse à la Ville, comme la rue des artistes dans le document de travail, au niveau de la protection de cette rue-là, qui est une rue importante, connue? Et ça, c'est une question. Et ma deuxième question, c'est pourquoi ne pas utiliser cette rue des artistes comme un produit au niveau de l'offre touristique? Et c'est déjà le cas. J'aurais pu arriver avec une panoplie de guides touristiques qui mentionnent la rue des artistes. Et M. Demers mentionnait tout à l'heure que ça fait partie de l'offre d'un quartier au niveau des résidents. C'est une offre qui est aimée des résidents. Les résidents parcourent cette ruelle-là. Pour ceux qui la connaissent, c'est une ruelle où est-ce qu'il y a des artistes exposants, aquarelles, gravures, photographie, huile. Et c'est un endroit, une ruelle est-ouest, donc c'est une ruelle où est-ce qu'il y a une accalmie et qui est un endroit agréable où se promener. Donc, alors, qualité de vie. La consécration de la rue des artistes. Écoutez, c'est vrai que la rue est mentionnée dans de nombreux guides touristiques et tout ça, mais notre document n'était pas un document touristique, c'était un document de réflexion sur le contenu. Disons qu'on reconnaît que ça n'a pas été mentionné, mais il n'y avait pas de mauvaise intention là-dedans. Okay.
Mais est-ce que dans votre esprit, il y a consécration de la rue Saint-Amable comme la rue des artistes? M. Delcourt. M. Delcourt. Je pense que la séance précédente, j'avais expliqué, et M. Michel Demers était venu expliquer aussi qu'est-ce qui se passait là, avec la rue des artistes. Je ne sais pas si vous étiez présent à ce moment-là. On a expliqué qu'à cause d'un projet immobilier qui se fait pratiquement sur toute la partie nord de la rue Saint-Amable, la situation d'occupation de la rue ne peut pas subsister dans le temps. Donc, ça remet en question un petit peu, je ne dis pas le rôle ou l'intérêt de cette rue-là, mais son occupation par des artistes, évidemment, est remise en question. Évidemment, c'est pour ça que le document ne vient pas la consacrer, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on a expliqué qu'on est en train de réfléchir à peut-être organiser l'occupation de la place Jacques-Cartier ou peut-être d'autres endroits aux alentours de la place pour relocaliser les artistes. Je connais bien Michel Demers. J'ai été comme représentant des artistes au comité paritaire pendant plusieurs années. Et le comité paritaire veut le maintien des artistes et le comité paritaire veut le maintien des artistes sur la rue Saint-Amable. Le projet de transformation implique une transformation d'une partie de la rue. Il y a des emplacements des artistes qui est possible actuellement et après. Ce sera possible. C'est une offre et un produit qui existe depuis 50 années, la rue Saint-Amable. Il y a un produit touristique qui est déjà offert et connu. Ce serait dommage de perdre toute l'énergie qui a été consacrée là-dessus et l'atmosphère qui est présente. Je pense que c'est possible d'arrimer ces projets-là et conserver la vocation. Malgré le projet de transformation de l'édifice. Je comprends que la discussion n'est pas terminée, le projet n'est pas réalisé, mais le bâtiment est en démolition. C'est un bâtiment, comme je l'ai expliqué, qui était rendu insécure. Donc, il y a eu un permis de démolition pour le déconstruire, si on peut dire. Mais au niveau de la rue, on parle d'un espace d'occupation publique qui est permis sur les espaces. Est-ce Écoutez, que la ville veut préserver? Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'aménagement, mais il y a différents aménagements qui ont été proposés et ils ne nous ont pas semblé, pour l'instant, pouvoir fonctionner. Devant la bâtisse. La rue est étroite. Et la bâtisse, comme je l'expliquais, la bâtisse projetée, c'est une bâtisse qui aura des ouvertures fonctionnelles, des fenêtres, des vitrines, des entrées, un restaurant possiblement au rez-de-chaussée. Donc, c'est incompatible avec la situation qui existait. Ça a été discuté au comité paritaire et malheureusement, on est conscient qu'il va y avoir une perte d'espace pour les artistes, mais on désire la vocation. Moi, je vous dirais, attendez de voir plus en détail les propositions. De toute façon, vous participez à ces discussions-là. Mais est-ce que la Ville souhaite maintenir les artistes sur la rue? C'est ça ma question. On a répondu à la question. Est-ce que je peux répondre? Oui, c'est ça. Si vous voulez ajouter. J'ai participé à titre de président de la SDC au développement de l'hôtel. Et la première chose qu'on s'est posée comme question, des artistes, qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, j'ai l'assurance du développeur qui vont prendre en compte cette problématique-là. Nous aussi. Puis probablement vous aussi. Oui. Donc, je pense que si le promoteur et si l'arrondissement, si toutes les parties en conviennent, je pense qu'ils vont trouver des solutions. Je suis persuadé. Mais je ne veux pas juste une écoute, je veux une garantie, parce que ça fait 50 ans, ça serait dommage. Ce serait dommage de perdre cette rue. Ce qu'on entend, c'est que le promoteur en tient compte, mais du côté de la Ville, il y a la réflexion est en cours, il n'y a pas de... Ce qui est évident, c'est que c'est un projet à l'étude, c'est une situation à l'étude, donc il est bien difficile d'en parler ici en consultation publique. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a une partie de la rue qui n'est pas du tout... Il n'y a pas d'impact sur cette partie-là. La bâtisse ne touche pas 5 emplacements sur la rue. Voulez-vous quand même revenir avec un mémoire? Oui, je vais revenir, je vais déposer. Ça va être très important qu'on puisse l'inscrire dans les résultats de la consultation. Mais j'aurais aimé ça que, je pense que c'est possible encore dans le plan que la rue des artistes soit mentionnée. Je pense que c'est possible. Je pense que vous avez bien compris quand même au niveau, entre guillemets, indiquer que c'est une rue des artistes actuellement. C'est utilisé par des artistes et des emplacements actuels. Merci. Merci, M. Thibault. Madame Miona Avanitis. Bonsoir, madame. Bonsoir. J'ai choisi ce soirée de poser ma question parce que c'était thématique, c'était l'administration de Vieux-Port. Moi, je suis lavalloise d'origine, mais ma première emploi était au Vieux-Port.
Oui. Alors... Mais juste, Madame Avenitis, vous dire que on n'a personne ici qui représente le Vieux-Port, qui est une institution fédérale. Hein. Vous êtes consciente de ça, là. Les gens qui sont ici sont de la Ville de Montréal. Alors, on va entendre votre question, on va voir s'il y a moyen d'y répondre malgré cette situation. Suggestion, comme quartier distinct par sa patrimoine, je voulais juste vous laisser avec ce commentaire. Au niveau pour le site web de la Ville de Montréal, comme je suis un peu inquiétée, parce que j'ai eu un incident, une chute, quand j'ai tombé sur la côte Place d'Armes en descendant vers le métro Place d'Armes, et j'ai cherché le lien sur le portail de la Ville de Montréal pour déposer ma plainte, ma commentaire. Monsieur Michel Gendron m'a répondu, sauf que le lien pour... je vois que vous faites une agglomération, je ne sais pas pour quelle raison, avec Ville-Marie administratif, mais comme quartier distinct, moi, je ne trouvais pas le lien pour le vieux quartier, le vieux port. Et je trouve que c'est un peu inquiétant. Parce que vous vouliez déposer une plainte suite à votre chute? Oui, parce que c'était une côte, et il n'y avait pas de sel, et il y avait un monsieur qui a couru de l'autre côté de la rue pour me faire ramasser par terre. Et j'ai voulu déposer la plainte qu'il fallait le mettre le sel avant les faits. Et ça s'est passé, ça ne s'est pas passé au Vieux-Port, ça s'est passé... C'était dans le Vieux-Port. Alors, écoutez, on peut essayer de trouver pour vous l'endroit. Oui. Mais je ne pense pas qu'il y ait personne... Mais le commentaire, c'est dans votre site Web. Pour la Ville de Montréal, vous n'avez pas un quartier, vous n'avez pas un lien pour le commentaire pour le Vieux-Port. C'est accroché au Ville-Marie. Il n'y a pas une... Le Vieux-Port est une terre fédérale, Madame Avenitis. Alors donc, c'est un peu... C'est pas ça? Bon, alors, écoutez, en plus, je suis en train de me mêler, répondez donc. Madame parle du Vieux-Montréal. Si elle parle de la côte qui mène, au métro Place d'Armes, on est dans le Vieux-Montréal. Elle parle du Vieux-Port, mais on est dans le Vieux-Montréal. Ah bon, d'accord. On est dans le territoire d'arrondissement Ville-Marie. Et la meilleure façon de communiquer avec la Ville pour toutes ces questions-là, ça s'appelle 311. Oui, mais sur votre site Web où vous laissez votre commentaire, vous n'avez pas une section. Vous avez le Villeray, Saint-Michel, vous avez Ville-Saint-Laurent, mais le Vieux-Port, ça tombe dans l'arrondissement Ville-Marie. Madame, oui. Le Vieux-Port, comme Mme Roy vous dit, c'est un territoire fédéral. Ce dont vous parlez, c'est le Vieux-Montréal. Le Vieux-Montréal fait partie de l'arrondissement Ville-Marie. OK. Donc, c'est Ville-Marie. Il faut que vous cherchiez Ville-Marie. Oui. D'accord? OK. Merci beaucoup. J'appelle maintenant M. Jean-Robert Laure. Bonsoir, M. Laure. Oui, bonsoir. Dans votre deuxième appel, là, je vais vous transmettre un document que j'ai rédigé, ça fait 3-4 ans que je travaille dessus. Ça met beaucoup l'emphase sur le caractère historique de Montréal, ses débuts, en tout cas sa richesse qu'il y avait au début. Puis là, ma question aujourd'hui, ça traite peut-être à M. Dauphinet sur quand il a parlé au début des problèmes qu'il y avait à Montréal. Il disait qu'il n'y avait aucune vision. C'est quoi? C'était le problème de vision sur l'attrait touristique, le passé de l'attrait touristique de Montréal, quand vous parlez d'un problème de vision. Comme produit touristique, oui. Monsieur Choquet. Voulez-vous poser une question? Oui. Je vous écoute. OK, oui. C'est quoi le problème de vision que vous avez sur l'attrait touristique? C'est son image passée, son présent, c'est la vision, comment vous voulez le projeter dans l'avenir? C'est quoi? Non, en fait, c'est pas tellement la vision du Vieux-Montréal, c'est ce à quoi on fait référence, c'est sur la façon d'identifier ce qu'on pourrait appeler dans le jargon du tourisme le produit touristique Vieux-Montréal, le produit Vieux-Montréal, et de voir comment on peut davantage le mettre en valeur en lien avec Tourisme Montréal. OK, c'est beau. Je vais travailler ma lettre d'appui là-dessus, en m'appuyant là-dessus, ce que vous venez de me dire. D'accord. Merci beaucoup. OK, merci. Alors, notre dernier intervenant, c'est une intervenante, Mme Dinger. Oh, elle n'est plus là. Elle est partie. Alors, on va s'arrêter ici, à moins qu'il y ait une question. Elle est là? Ah, pardon, je ne voyais pas. Allez. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde.
Bien, j'ai été vraiment, en fait, impressionnée de tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant parce que je vois que tout le monde est vraiment de bonne foi, puis je pense qu'il faut que tout le monde se parle et tout ça. Puis moi, ma question serait, est-ce que, en fait, en venant ici, j'ai vu que c'était vraiment pas sécuritaire parce que je suis venue seule en métro. Est-ce qu'il y aurait un moyen de mettre plus de lumière, d'éclairer, et puis aussi de mettre, je ne dirais pas de mettre des gardiens de sécurité à chaque coin de rue, mais d'avoir un peu de sécurité parce que j'ai été chanceuse en sortant du métro. Je me suis dit, bien, je ne vais pas marcher dans le tunnel, peut-être que c'est isolé et tout. J'ai fait le détour à côté du palais de justice, puis j'ai vu un monsieur là-bas que ça tombait, que c'était un agent de sécurité qui travaillait dans un bar. Fait qu'il m'a accompagné jusqu'à la côte. Mais je me dis, je veux dire, j'ai vraiment eu l'impression que c'est un endroit abandonné, pas de vie. Fait que, ça, c'est une question qui est revenue aussi, hein, tout l'enjeu de la sécurité. Alors, pouvez-vous nous en parler un peu? Quelles sont les mesures que vous avez prévues pour améliorer la sécurité dans le Vieux-Montréal? Bien, pour moi, il y a deux aspects différents. Il y a la sécurité puis il y a la perception de sécurité. À ma connaissance, à moins que quelqu'un me dise le contraire, il n'y a pas d'enjeu de sécurité dans le Vieux-Montréal. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Mais je peux comprendre que quand on vient dans le Vieux-Montréal un certain lundi ou mardi soir de janvier, quand il fait la température qu'on a, etc., qu'on puisse sentir que c'est relativement peu occupé. Il y a beaucoup de restos de fermés, etc. Mettre des gardiens de sécurité à tous les coins de rue n'apparaît pas vraiment la meilleure idée. Mais d'un autre côté, toute cette question-là, quand on dit tantôt, peut-être qu'on n'a pas utilisé la bonne expression, mais quand on dit la partie Est traîne un peu de la patte, en fait, c'est pas tellement que la partie Est est moins intéressante, c'est simplement que, effectivement, la meilleure façon d'assurer la sécurité, et surtout la perception de sécurité, c'est l'animation. C'est la vie, c'est les personnes qui se promènent, qui font que, on a ce sentiment-là qu'on n'est pas tout seul, etc. Et cette impression-là, même en plein hiver, on l'a peut-être davantage dans la partie ouest que dans la partie est, justement parce que les zones d'emploi et la périphérie, les faubourgs aux environs, centre de commerce mondial, quartier international, etc., les gens qui sortent à toutes sortes d'heures davantage. Alors, il est bien possible que M. Daltus a raison sur le fait que la construction du CHUM n'ait pas un impact majeur sur la fréquentation du Vieux-Montréal, mais j'ai quand même... il ne s'agit pas de quelques centaines de personnes, c'est plusieurs milliers de personnes qui vont s'installer, qui vont venir y travailler, qu'il y a des gens qui vont venir voir des patients, il y a donc il va y avoir des choses qui vont se passer nuit et jour. Et ne serait-ce que, même si ça n'a pas un impact important sur les commerces, ça va quand même avoir un impact sur l'animation. Je regarde juste la fréquentation du stationnement de Chaussegros de Léry. Pendant des années, on arrêtait à -6, puis là, on va jusqu'à -8, puis tout est occupé, beaucoup plus qu'avant. Et ce ne sont que les travailleurs du chantier du CHUM qui font la différence. Mais après ça, il va y avoir des bons. Alors, moi, je ne vois pas, à moins de dépenser des fortunes, la meilleure façon d'assurer le sentiment de sécurité que par une intensification de l'animation. Et cette animation-là, il ne faut pas qu'elle soit artificielle, mais elle va être liée au fait que la gare Vigée va être occupée également. Donc, la partie autour du marché Bon-Secours, ça ne sera pas la frontière Est, mais la frontière va être déplacée vers l'Est et qu'on va plus être au centre de quelque chose. Si, évidemment, quand je parlais tantôt du hangar 16, c'est la même chose. Si le hangar 16, si le gouvernement du Canada, ou via la SIC ou autrement, mettait en état le hangar 16, l'objectif était d'y tenir les expositions. Bien, les expositions, ça amène des gens qui traversent, qui vont peut-être aller à la patinoire, mais qui vont aller aussi à l'exposition, etc. Marché Bon-Secours, les commerçants vont peut-être avoir envie d'ouvrir plus tard le soir, etc. C'est la seule façon qu'on connaît, à moins d'embaucher des gens, comme vous dites, etc. Ouais. Mais vous avez raison, en fait. Moi, je trouve que c'est vrai, c'est vraiment la perception. Parce que j'ai pas eu cette perception. J'ai vraiment senti que c'était quasiment une île déserte. C'était très beau à voir, c'était vraiment magique, beaucoup de lumière, tout ça, décoratif. Parce que moi, je suis venue surtout l'été. C'est la première fois que je viens l'hiver, fait que j'ai pu voir qu'il y a vraiment un contraste. Puis, je veux dire, il n'y avait pas grand monde, ça doit être ça. Mais aussi, en fait, quand on parlait beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé d'accessibilité. Mais moi, je trouve qu'une des bonnes façons, peut-être, ce serait de mettre de la lumière
Parce qu'on dirait que c'est trop sombre, puis c'est ça qui fait paraître que c'est pas sécuritaire. Là. Je ne sais pas si c'est possible. C'est sûr que... En même temps, madame, intensifier la lumière, c'est... Dans un quartier historique, il faut aussi penser à l'effet d'ensemble. Puis, c'est comme mettre un néon dans une pièce plutôt qu'une lampe au-dessus de l'endroit où on lit. C'est des questions d'atmosphère. Maintenant, il y a peut-être moyen d'augmenter un petit peu l'intensité, mais il faut faire attention aussi au cachet global du quartier. Non, c'est sûr, c'est parce que ça fait moins historique dans ce sens-là, mais au moins peut-être d'avoir des agents de sécurité, je ne sais pas moi, 3-4 rues, parce que vraiment, je me sentais vraiment comme seule à marcher dans une rue, tout ça. C'est un enjeu aussi qui a été soulevé, je pense, par la présidente de l'Association des résidents. Alors, si vous avez des suggestions plus concrètes, je vous invite en deuxième partie. J'allais oublier M. Jean Valade. Est-ce qu'il est encore là, M. Valade? Excusez-moi, vous allez être notre dernier intervenant. On va commencer par M. Valade. Allez-y. Oui, bonjour. Moi, je suis résident du quartier autour de la rue McGill depuis à peu près 13 ans. Oui. Ce qu'on a remarqué, il y a eu beaucoup de construction, il y a eu des beaux projets de condos, il y a la Cité des multimédias, tout ça. Fait que, félicitations. Mais depuis à peu près 1 an, 2 ans, on voit beaucoup de projets. On voit une grosse densification, des nouveaux projets beaucoup plus denses, beaucoup plus de condos, tout ça. Moi, ma question, c'est, parce que tout à l'heure, vous avez fait l'éloge de ce que ça représente, avoir des nouveaux condos, avoir des résidents, tout ça. Mais ma question, c'est, quand est-ce que c'est trop? De quelle façon? Nous, comme là, présentement, on est plusieurs résidents. Moi, je suis président d'un conseil d'administration. Je représente 80 propriétaires. On est très concernés. On voit ça se produire. Par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé du marché de la commune. Vous avez vanté ça, mais ça va être démoli. Là. Ils vont faire des tours de... Tu sais, quand est-ce que le Vieux-Montréal va être dénaturé si tout devient comme des tours, une à côté de l'autre? Présentement, il y a un autre projet qui est près de chez nous. C'est un building patrimonial là, qui a été, par une étude de la Ville, qui a été en septembre dernier, qui a été déclaré. Ils vont le démolir, ils vont seulement garder les murs, ils vont mettre 5 étages par-dessus. Tu sais, ça devient, pour nous, on est très concernés, ça devient très lourd. C'est pour ça. Ma question, très lourd dans le sens où vous avez l'impression qu'il y en a trop, ça devient trop dense. Oui, c'est des rues à sens unique, puis là, tu vas avoir comme 169 unités de condos de plus. À côté, tu as déjà... nous, on fait partie d'un projet qui a été développé sur plusieurs années. C'était le quai de la commune. Ça a été fait avec intégration, chemin d'anciens buildings qui pourraient être patrimoniaux, disons, des buildings, des anciennes entrepôts qui ont été... Transformés. Ça a tenu compte du lieu, ça a tenu compte un peu de la lumière, de tout ça. Là, on voit un projet qui va être collé à ça, qui va comme prendre 30, qui va aller à 30 mètres, donc qui va faire 6 mètres de plus que nous, qui va complètement écraser tout ça. Ça, on voit une espèce de densification, en même temps que dans les nouvelles, tout ça, avec le gouvernement, on voit qu'il parle qu'il y aurait trop de condos, qu'il y aurait trop de... OK, on va aller chercher des réponses. Une très bonne question. Alors, du côté de la densification du Vieux-Montréal, est-ce que vous avez... est-ce qu'il y a des seuils limites? Est-ce qu'il y a des orientations que vous avez déjà inscrites au plan ou dans votre esprit? Sûrement que M. Delcourt a un bout de réponse, mais quant à moi, dans le quartier où vous parlez, on n'est plus dans le Vieux-Montréal, on est dans le Faubourg des Récollets, dans la Cité du multimédia. S'il y a trop de condos, c'est le marché qui en décide, premièrement. J'ai de la difficulté à voir l'arrondissement de Ville-Marie s'il y a un terrain vacant. Alors qu'on a parlé une bonne partie de la soirée de densification puis de besoin de densification pour améliorer l'offre commerciale, bien, encore là, à moins de subventionner le commerce, il faut qu'il y ait une masse critique. Puis cette masse critique-là, elle ne peut pas se développer dans le cœur du Vieux-Montréal. On ne peut pas se mettre à démolir des bâtiments historiques pour densifier. Donc, c'est normalement, en tout cas à ma connaissance, dans les faubourgs qui entourent le Vieux-Montréal que ça peut se faire. Est-ce que chaque projet est le bon projet? C'est certainement pas moi qui peut me prononcer là-dessus. Peut-être que M. Delcourt va apporter un complément de réponse ou M. Coulombe. J'ai des gens là-bas qui veulent aussi parler. M. Delcourt, voulez-vous intervenir? Bien, c'est-à-dire que sur la question
Oui, Sur la- on vous sur la- entend. oui, bon. Alors, sur la question de la hauteur, de la dimension des bâtiments, bon, vous faites peut-être référence à un projet que vous avez contesté récemment et pour lequel le promoteur a rabaissé finalement les hauteurs qu'il voulait faire. Bon, c'est sûr que quand le zonage est existant, dans les faubourgs, effectivement, la densité permise est souvent plus importante, enfin, en termes de hauteur. Donc, il peut arriver, et là, quand vous posez la question où ça va s'arrêter, est-ce que ça aurait dû s'arrêter à vous, avant vous, après vous? Il reste que à l'orée du Vieux-Montréal, dans ces faubourgs, il reste encore beaucoup de terrains ou de bâtiments qui n'ont pas nécessairement de valeur patrimoniale et qui n'ont pas le gabarit ou les hauteurs que permet actuellement le zonage. Bien, c'est sûr que ces terrains-là sont redéveloppés. Et d'une certaine façon, ça vient un peu nourrir les objectifs du plan, c'est-à-dire que dans les faubourgs, atteindre des seuils de population qui vont permettre de faire vivre l'activité commerciale ou même d'en susciter pour desservir l'ensemble du Vieux-Montréal. C'est un peu ça la stratégie là, dans tout ça. Monsieur Demers. Moi, je ne connais pas le projet en particulier, mais je suis sensible à votre préoccupation parce que, effectivement, dans le faubourg des Récollets, les emprises sont assez serrées, les trottoirs sont très, très étroits. Et il faut se poser la question, est-ce qu'on n'est peut-être pas mieux de regarder, d'avoir un peu plus de terrain développé avec une densité un peu moins haute, plutôt que des densités, en fait, des projets plus denses? C'est une question qui doit se poser, là. Mais je dois dire que j'ai la même préoccupation pour d'autres secteurs aussi du centre-ville, c'est-à-dire qu'il y a une vague pour les condos, mais il ne faut pas oublier qu'il reste beaucoup de terrains vacants, puis qu'il y a encore beaucoup de place pour construire, puis des fois, on a l'impression qu'on développe comme si c'était les seuls terrains qui restaient. Et puis, je pense que, de façon générale, il faut se préoccuper de la question de l'échelle en fonction des emprises de rue pour maintenir aussi une certaine qualité de vie. Alors, je trouve que c'est une question légitime. Je ne peux pas y répondre directement, puis je ne connais pas les questions, mais je pense qu'il faut réfléchir à ces questions-là. Est-ce que, à votre avis, le Vieux-Port assume tout ce qu'il... en fait, assume la part d'espace vert dont on a besoin dans le quartier? Aussi, il faut penser aussi à avoir plus de poumons verts ou plus de verdissement. Est-ce que c'est un élément dont il faut tenir compte aussi? Il faut entrevoir les terrains vacants comme étant tous des terrains développables, puis on joue sur la hauteur. C'est le même enjeu pour Griffintown ou pour d'autres quartiers. Il ne faut pas confondre les équipements régionaux comme le canal de la Chine ou le Vieux-Port avec des parcs de quartier. Ce n'est pas du tout la même chose. Et il y a déjà eu un projet, par exemple, de parc dans le faubourg des Récollets, là, sur le jardin de séminaire. Je ne sais pas si c'est un projet qui est encore dans les cartons, mais c'est sûr qu'on doit tenir compte, évidemment, que si on accepte une certaine densité, on accepte certains dégagements aussi. Monsieur Coulombe. En fait, il faut voir ça dans son ensemble aussi. Il y a le développement du silo numéro 5 avec la Pointe-du-Moulin. Il faut le savoir qu'est-ce qui va arriver là. Et, parce que ça va vous influencer énormément, parce que c'est tout l'accès qui va être bonifié ou on ne sait pas encore. Donc, il faut attendre un peu pour juger, il faut attendre un peu le projet de la SIC pour toute la Pointe-du-Moulin. C'est un projet énorme. Oui. Ça aussi, ça va être des condos. Ben, pas nécessairement. C'est pas encore non, décidé pas nécessairement. pour ça. Et nous, c'est vraiment spécifique. Il y a déjà des problèmes qu'on vit, nous, comme résidents, par rapport à la densité, parce que c'est un quartier qui s'est beaucoup densifié depuis les 10 dernières années. Mais c'est sûr que là, on voit vraiment, je ne sais pas, il y a comme eu un arrêt. Il y a eu beaucoup de travaux au début des années 2000, puis là, il y a eu un arrêt, ça a été tranquille. Puis là, tout d'un coup, c'est un après l'autre. Ouais. Mais nous, on a un, pas personnellement, mais notre building qui est vraiment comme, je veux dire, c'est le double de ce qu'on a déjà. C'est une... J'aimerais ça que vous veniez nous présenter un mémoire, nous sensibiliser peut-être, puis qu'on ait plus de temps pour échanger avec vous là, sur ces questions-là, si vous avez le temps de le faire. Mais je vais, parce vous êtes qu'on le premier à aborder cette question-là. OK, parce qu'on est plusieurs résidents, on est plusieurs syndicats qui se parlent, qui se communiquent. Ouais. Oui, je vais parler à tout le monde, puis on peut présenter finalement... Vous présenter quelque chose, qu'on puisse en discuter. Parfait, merci. Merci infiniment. J'ai sauté par-dessus M. Yves Dufresne. Je suis désolée. M. Dufresne.
Bonsoir. Bonsoir, Mme Roy. Oui, moi, je suis caricaturiste dans le Vieux-Montréal. Ça va être ma 30e année cette année. J'ai vu beaucoup de changements. Je suis aussi membre du comité paritaire. Je suis un des représentants. Dans le moment, on est en train de structurer des choses pour avoir des emplacements un petit peu plus permanents avec du storage pour les exposants qui perdent leur place sur la rue Saint-Amand. Et ma question est, il y a beaucoup de monde qui travaille sur la place Jacques-Cartier, les amuseurs publics, les musiciens, des souffleurs de ballon, nous autres, des caricaturistes, portraitistes. Est-ce qu'il y a autre chose de prévu pour la place Jacques-Cartier à part de nous autres dans les années qui viennent? Est-ce qu'il risque de s'ajouter d'autres artistes? Non, pas d'autres artistes. Oui, mais vous n'avez jamais vu les horreurs qui s'est déjà passées là, vous, sur cette place-là, là? D'autres quoi? Est-ce que la ville... je ne sais pas, moi, j'ai regardé, il y a eu des expositions d'auto qui venaient en conflit avec nous autres. Je veux dire, des cabanes avec de la glace, du poisson pourri qui était laissé à côté des arbres. J'avais présenté un mémoire il y a quelques années sur ça, et depuis ce temps-là, ça avait arrêté quand même. Mais là, il faut toujours être sur nos gardes un petit peu. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à part de nous autres dans le moment? Ou est-ce qu'on vous influence, que ce soit les commerçants, parce que je sais bien que vous subissez les influences de tout le monde, que ce soit des commerçants, que ce soit de nous autres. Je ne subis aucune influence. En tout cas, les gens qui parlent non, comme je moi... comprends. Écoutez, je ne suis pas au courant des 30 années d'occupation de la plage Jacques-Cartier. Ouais. Il est clair que la plage Jacques-Cartier, c'est un lieu d'animation. Ça, c'est clair. Le travail qu'on fait depuis plusieurs années, c'est d'essayer de structurer cette animation-là le plus possible. Et ça fait d'ailleurs partie des propositions du document que de réfléchir encore une fois à la façon dont la plage Jacques-Cartier est utilisée, occupée. J'ai mentionné que la question des artistes, c'était en quelque sorte un acquis sur la place ou à ses abords. Maintenant, est-ce qu'il arrive, je pense qu'à chaque année, il y a au moins 1 ou 2 événements qui sont organisés sur la plage Jacques-Cartier. Regardez, il y a des événements là, qui sont quand même minimes et qui sont, si on prend la musique classique le dimanche matin, ça commence à 11h puis ça finit à 1h. Mais je pense que tout le monde aime ça. Je vous renverrai une question. Est-ce que, si je peux... Oui, bien sûr, allez-y. À quoi faites-vous référence, mettons, sur les 3 ou 4 dernières années? Là? Est-ce qu'il y a eu une activité indésirable? Non, c'est juste préventif, votre question? Oui, c'est préventif au sens qu'on ne sait pas ce que tout le monde pense dans ça. On ne sait pas aussi les gens qui peuvent pousser sur ça. On a déjà eu des présidents d'associations des restaurateurs. C'était l'enfer, là, ce que ces gens-là faisaient. Écoutez, on l'a vécu. Fait que on est un petit peu chaudés. Je pense qu'on a mis en place un certain nombre de mécanismes, là, que ce soit pour vous les artistes ou pour les activités qui se tiennent. Il y a aujourd'hui une SDC qui, en réalité, est un peu notre interlocuteur pour ce qui est de l'animation qui profite aux commerçants de la place et qui favorise le tourisme. Je pense qu'on a mis en place un certain nombre de mécanismes là, qui permettent d'éviter peut-être les erreurs dont vous faites mention qui se sont produites dans le passé. Bon, alors, donc, au fond, vous êtes invité à parler aux gens de la SDC. C'est ça, on va se tenir au courant. Merci. D'accord. Bonne Merci soirée. beaucoup. Allez, venez poser votre petite question. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous voulez bien vous identifier oui, pour Madame? Bonsoir, je m'appelle Sonia Chouchniar, S-U-S-N-J-A-R. Alors, je m'excuse d'arriver comme ça, comme à la dernière minute, c'est parce que je travaillais. Alors, ma première petite question, c'est de savoir, est-ce que le plan va être disponible sur votre site Internet? Il l'est déjà, madame. Ah, il l'est déjà, oui. Parce que j'avais cherché l'autre jour puis je ne le trouvais pas. Regardez dossier de consultation Vieux-Montréal, puis allez voir, vous avez tout ce qu'on a, nous, il est là. OK. C'est bon, sur le site. Parfait. Vous pouvez même assister aux web diffusions des 2 premiers colloques en cliquant. Super. Merci beaucoup. Je suis très contente d'apprendre ça. Moi, je vais juste dire très brièvement, je suis très inquiète d'entendre parler qu'on va fermer la rue des Artistes sur Saint-Amable pour faire place à quoi, un hôtel? Je partage la préoccupation aussi du monsieur qui vient de passer au niveau des condos à non plus finir. Parce que moi, ma crainte, c'est qu'on va tuer... you're going to kill the golden goose.
Tu sais, le Vieux-Montréal, là, on peut pas, une fois qu'il y a assez de condos, là, ça ne sera plus le Vieux-Montréal. Bon. C'est aussi simple que ça. Bien, si vous voulez en dire plus, venez Ouais. en deuxième partie. Puis en attendant, pour toute l'information, allez voir sur le site de l'Office. Sinon, si vous ne trouvez pas, appelez chez nous, on va vous aider à vous diriger. D'accord. Parce que, vous savez, à La Salle, le quartier de la gare La Salle, les résidents l'ont arrêté. C'était un gros projet de développement mal pensé. Ça ressemble au projet Musto. C'est exact. Il y a beaucoup de points de ressemblance, y compris la même compagnie de génie pour faire l'étude de circulation, y compris, en tout cas, plein de choses. Une station de train qui n'est pas vraiment un lieu d'entrée, une porte d'entrée au système de transport. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de doutes là, par rapport à la folie de la densification, là, puis les supposés TOD. Puis à quel point ça fonctionne, tout ça. Je comprends qu'il y a beaucoup de profits à faire dans l'immobilier, puis je comprends que la ville veut avoir ses taxes. Mais moi, je pense, I think you can kill the golden goose. Je ne sais pas comment on le dit en français. La poule aux œufs d'or. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, écoutez, je voudrais remercier beaucoup les gens de la ville, les panélistes qui sont venus ce soir, l'équipe de l'Office. Ça a été 3 journées extrêmement intéressantes et on vous attend en deuxième partie si vous souhaitez à compter du 18 février. Merci infiniment.